tic-tac, tic-tac, tic-tac. L'actualité, on en parle Tic-tac, tic-tac, tic-tac. avec Jean-Yves Breteau et son invité. Bonjour, nous sommes ensemble pour 55 minutes d'échange et de regards croisés sur l'actualité entre notre invité politique et notre invité de la société civile qui est cette semaine une actrice de la vie sociale associative. Emmanuel Bilquez, candidat de la liste Réveiller Le Mans, soutenue par les Républicains au municipal Le Mans 2020, et Anne-Claude Pavé, la nouvelle secrétaire générale du Secours populaire de la Sarthe. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. On va commencer avec le billet d'humeur de Isabelle Rousseau qui nous propose en cette période de fête de fin d'année de faire du Mans, figurez-vous, la nouvelle capitale de Noël. Tout à fait. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, en cette période de fin d'année, chacun s'active à sa façon pour préparer les fêtes. Moment festif, évidemment, pour les uns. Moment d'angoisse pour les autres. Entre convivialité et solitude, l'esprit de Noël n'est pas toujours au rendez-vous. Alors, je me suis dit que nous avions finalement beaucoup de chance aujourd'hui avec nos invités. La rencontre avec un homme prêt à s'engager pour la ville, attaché au mérite et à la solidarité, et la secrétaire générale du Secours populaire qui lutte contre la précarité et l'exclusion. Voilà l'assurance d'un partenariat original. Voilà, monsieur Bilquez, comment se démarquer de vos concurrents dans la course pour la mairie. Car tous prétendent développer l'économie, valoriser la ville, relancer l'attractivité, favoriser le petit commerce. Je vous invite donc à réfléchir à une autre possibilité pour, comme vous le dites, réveiller Le Mans. Je vous propose l'idée de faire du Mans la nouvelle capitale de Noël. Créer une ambiance unique avec ses Pères Noël verts, célébrer Noël, un Noël inoubliable de solidarité, un Noël magique pour tous. Alors comment, me direz-vous ? Eh bien voilà, organiser tout au long de l'année une collecte géante d'objets, de vêtements, de cadeaux, etc., et les revendre en fin d'année, ou les offrir, pour un Noël inattendu, décalé, lors d'une grande fête tout au long du mois de décembre, éco-responsable avec des ateliers inédits et ludiques. Par exemple, pour idée, je fabrique mon cadeau et mon emballage moi-même. Autre atelier. Là, vous allez piquer le boulot des bénévoles du Secours populaire. Oui, mais on s'arrangera, on fera un partenariat. Comment fabriquer son sapin alternatif ? Ou alors, comment faire un festin avec 3 fois rien ? Enfin, comment faire des achats responsables ? Avec 3 fois rien dans l'assiette ou 3 fois rien en termes de coût ? Avec 3 fois rien en termes de coût, bien évidemment. Bon. Et le tout dans une ambiance festive, rythmée au son des défilés des fanfares. Imaginez la ville transformée en marché géant avec ses concerts éblouissants, la dynamique à pulser à la ville. Ah, l'occasion de la faire découvrir au monde entier, notre belle ville, parée de ses illuminations. Imaginez ces hordes de touristes, happés, charmés par la beauté de la ville, vivant un séjour de rêve entre visite du vieux Mans aux lampions, cathédrale parée de couleurs mouvantes. Ah, imaginez le nombre d'embauches, l'armée nécessaire de Père Noël verts, tenant les chalets, faisant visiter la ville, assurant la sécurité, sans compter les personnes tout au long de l'année pour collecter, trier, réparer. Imaginez les retombées économiques de ce tourisme de la solidarité. Tous ces enfants à qui nous pourrions offrir des vacances l'été avec l'argent gagné. Car comment résister à ce projet original qui nous réunit dans un esprit de Noël retrouvé, luttant chacun à sa façon contre l'exclusion ? Voilà comment, grâce à un rendez-vous populaire, Le Mans et son Noël vert, je vous propose de relancer l'attractivité de la ville, remettre du lien social, tout en étant solidaire et écologique, bien sûr. Alors voilà, c'est cadeau et je vous souhaite de très bonnes fêtes. Merci Isabelle. Merci. Voilà la petite musique qui arrive juste à la fin du billet d'humeur de Isabelle Rousseau. Anne-Claude Pavé, vous qui êtes la nouvelle secrétaire générale du Secours populaire de la Sarthe, est-ce que c'est emballant ce que propose Isabelle Rousseau ? C'est très enthousiasmant, absolument. Que d'imagination. N'est-ce pas ? Oui, ça serait vraiment un Noël rêvé, celui-là.
Emmanuel Bilquez, vous qui vouliez allier à la fois la préoccupation de l'exclusion, de la précarité, mais aussi de la dynamique économique de la ville. Il y a des idées à reprendre, je pense. Les illuminations me vont bien. Aider les plus faibles, ça me va bien aussi. Il n'y a pas du tout de problème. Après, peut-être mettre tout ça en musique et de manière peut-être un petit peu plus orchestrée que le petit jingle. Mais voilà. Mais autrement, il y a des idées à reprendre, malgré tout. Emmanuel Bilquez, vous avez 49 ans, de profession directeur du syndicat des agents généraux des assurances mutuelles du Mans. Vous êtes tête de la liste de la droite, du centre et de la société civile pour ces municipales au Mans. La liste s'appelle Réveiller le Mans, soutenue par les Républicains. Et pour la première fois, vous vous lancez dans une campagne électorale. Pourquoi êtes-vous candidat pour devenir maire du Mans ? Écoutez, je pense que j'ai maintenant depuis trentaine d'années travaillé et poursuivi ma formation, mon parcours professionnel. J'ai quelques velléités à pouvoir maintenant mettre au service des Manceaux le peu que je sais ou le beaucoup, ça dépend des sujets. Et j'ai œuvré dans la politique pendant une dizaine d'années au service des collectivités. Ensuite, j'ai travaillé pendant 5 ans dans le traitement des déchets ménagers avec une fibre verte opérationnelle, on va dire. Et puis depuis plus de 10 ans, je suis au Mans en travaillant avec des agents généraux d'assurance et en voyant, comment dirais-je, la ville qui se développe d'une certaine manière, et puis où on voit monter d'autres problèmes. Et je me suis dit que finalement, il y avait sans doute des choses à faire pour essayer d'apporter cette compétence et cette vision au service des Manceaux. Aux dernières élections de 2014, la liste Les Républicains était déjà portée par une tête de liste non connue des Mancelles et des Manceaux. Il s'agissait bien sûr de Christelle Morancet, qui faisait son entrée en politique et qui a d'ailleurs failli battre le maire sortant Jean-Claude Boulard, 2500 voix si mes souvenirs sont encore justes. Christelle Morancet qui est depuis 2017 présidente de la région des Pays de la Loire. Est-ce que ce parcours est source d'inspiration pour vous ? Mais bien entendu, ce parcours est magnifique parce que comme vous le disiez, elle arrivait en terrain un peu compliqué, sans être forcément très connue, bien qu'elle soit mancelle d'origine. Et donc, elle a fait preuve de sa pugnacité, de ses compétences pour arriver à la tête des Pays de Loire. Et je crois qu'elle y fait un très très bon travail. Et je me félicite qu'elle soutienne notre liste. Je ne peux que m'en réjouir. Voilà, puisque Christelle Morancet, comme Dominique Lemenaire, président du département de la Sarthe, était présent lors de la présentation de votre candidature. De 1994 à 2004, vous avez été attaché parlementaire puis directeur de cabinet du sénateur UMP Gérard Braun, vice-président de la région Lorraine. Et si vous êtes présenté comme candidat de la société civile, vous avez cependant été encarté au RPR puis à l'UMP à Épinal, qui est la ville dont vous êtes originaire. Qu'est-ce qui explique que vous ne soyez plus encarté aujourd'hui ? Alors, tout simplement parce que déjà, j'ai travaillé pour un sénateur qui était apparenté, qui n'était lui-même pas forcément, encarté directement. Tout simplement parce que le fait de ne pas être encarté vous donne une liberté de parole sur des sujets qui sont quelquefois un peu prégnants et sur lesquels vous avez envie de vous exprimer peut-être différemment de ce que peut faire un parti politique donné. Et puis, pour être parfaitement honnête, j'ai les valeurs des Républicains, j'ai aucun souci pour le dire. La ligne qui avait été prise ces dernières années me ressemblait pas trop, donc je préférais avoir une base un peu plus large, mais voilà, le trait est fin, on va dire. Vous êtes le candidat de la société civile, donc soutenu par le parti Les Républicains. Est-ce que choisir un candidat de la société civile pour porter une liste soutenue par Les Républicains traduit en quelque sorte une situation de la vie politique des partis ? Alors écoutez, c'est vrai que les partis ont longtemps été, sont décriés, et continuent à l'être. Certains ont même essayé d'en réinventer et on s'aperçoit finalement que écoutez, la nature revient au galop, puisque ici, il suffit de regarder, les nouveaux partis ont 2 listes. Donc, voilà,
La défiance vis-à-vis des partis, moi j'en suis quand même. Il faut en revenir parce qu'ils font partie intégrante de la vie démocratique d'un pays. Et un pays qui décrit les partis politiques est un pays où l'ordre et où la démocratie peut être en danger. Donc je pense qu'il faut conserver la liberté d'adhérer ou de ne pas adhérer, mais il faut se garder de toute critique trop dure. Parce qu'on a besoin du système partisan pour avancer aussi. Alors, vous dites qu'effectivement, certains partis ont 2 candidats, ce qui est vrai pour le Parti socialiste, ce qui est vrai aussi pour La République En Marche, mais à droite, il y a aussi un autre candidat qui est Julien Geffard. Tout à fait, vous l'avez reçu ici il y a quelques temps. Totalement. Cette candidature, ça peut troubler les électeurs de droite, puisque vous revendiquez une sensibilité de droite vous aussi. Écoutez, Julien Geffard, comment dirais-je, a essayé de prendre pied au Mans en revenant de Marseille, je crois, il y a quelques mois. Il a appelé de ses voeux le soutien de Christelle Morancet, Dominique Lemenaire et des élus nationaux, Jean-Pierre Vogel, etc. Et malheureusement, fort est de constater qu'il n'a pas été suivi, donc peut-être qu'il y a une raison malgré tout. Donc, après, chacun est libre de se présenter, c'est la démocratie la plus absolue, et donc, écoutez, s'il veut aller jusqu'au bout de la démarche, il trouvera 55 noms pour se présenter, ça ne pose pas de problème. Pour revenir à ma question initiale sur le fait de choisir un candidat à la société civile pour porter une liste soutenue par un parti politique, et là, en l'occurrence, les Républicains, est-ce qu'on peut s'étonner quand même que la tête de liste soutenue par les Républicains soit pas justement quelqu'un d'encarté, les Républicains ? Alors, ça peut paraître en effet bizarre pour le commun des mortels. Maintenant, nous, on a voulu monter une liste qui soit ouverte et pragmatique. Et les Républicains se sont reconnus dans cette démarche et ont décidé de s'y associer. Ils ne sont pas les seuls à s'y associer. On risque d'avoir quelques soutiens qui vont se déclarer en début d'année. Et donc, vous verrez que la liste a d'autres soutiens et voilà, c'est la vie, il faut avancer, et il faut avancer de manière large et essayer de rassembler le plus grand nombre pour apporter une nouvelle dynamique au Mans. Alors cette démarche vise aussi à favoriser le renouveau de la vie politique, alors qui est celui de s'inscrire hors des partis pour le coup, même s'il faut quand même le dire aux électrices et aux électeurs, il est quand même avéré qu'une fois élu, on y adhère aux partis politiques. Alors c'est toujours la problématique, c'est que vous avez des groupes qui se créent dans les différentes collectivités locales. Et pour travailler de manière efficace, il faut en effet revenir à ce qu'on connaît et à des groupes. Mais après, vous avez les groupes des partis traditionnels et vous pouvez avoir des groupes plus ouverts ou des groupes différents qui prennent des noms différents. Voilà, c'est la nature même des collectivités locales que de se réunir en groupe une fois que vous avez le pouvoir pour l'exercer de manière efficiente et en groupe quand vous êtes dans l'opposition pour également essayer de peser sur les décisions. C'est normal. Votre candidature est aussi soutenue par le centre. Or, le MoDem et l'UDI apportent leur soutien à la candidature de Gilles Guercher, qui est le candidat pour la liste soutenue par La République En Marche. Quels sont donc ces autres partis du centre qui viennent apporter leur soutien à votre candidature? Alors, je mettrai un petit bémol sur le soutien à l'UDI, parce que, sauf à ce que je me trompe vraiment... Le président a envoyé clairement aux rédactions le fait qu'il soutenait en tout cas la candidature de La République En Marche. L'UDI national, a priori, ne s'est pas prononcé. Mais bon, après, c'est autre chose. Ça, c'est le problème des partis entre le local et le national. Voilà, après, ils régleront leurs affaires en famille. Maintenant, sur notre liste, nous avons des gens de l'UDI. Et donc, voilà, après, chacun voit midi à sa porte. Vous avez aussi, je crois, en instance, le soutien du mouvement politique Agir de Valérie Pécresse ou Alors, pas? c'est pas Agir, c'est Libre. Ah, c'est Libre. Valérie Pécresse, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mouvements qui se sont créés. Donc, en effet, nous devrions avoir le soutien de Valérie Pécresse. Je lui laisse le plaisir de l'annoncer. En tout cas, le fait qu'à ce jour, les principaux partis du centre ne soutiennent pas votre candidature, est-ce que l'on peut parler d'un effet boomerang sur ce qui s'est passé en 2012 ? On rappelle les faits, la candidature de Alain Pigeot, qui avait été dans un premier temps soutenue par les Républicains, puis désavouée à 3 mois des élections pour être remplacé par Christelle Morancet. Faut-il rappeler la raison des désaccords avec la répartition des partis dans la composition de la liste finale. Est-ce qu'il y a bien un effet boomerang ou pas ? Alors écoutez, c'était déjà en 2014 et pas en 2012, oui, mais 2014. Ceci, petite précision mise à part,
Je vais vous dire que quelque part, je m'en fiche. Parce que on n'est pas là pour parler d'une élection qui a eu lieu il y a 6 ans et des vicissitudes de l'époque. On est là pour parler de l'avenir des Manceaux, pour parler des choses qui sont concrètes. Et donc la cuisine électorale, quelque part... si on a choisi un tête de liste... Elle existe, cette cuisine électorale, bien sûr, je ne vais pas le cacher, mais si on a choisi un tête de liste qui soit la société civile, c'est peut-être justement pour éviter qu'on retombe dans les mêmes travers et qu'on soit perpétuellement dans la cuisine électorale. Emmanuel Bilkes, comment vous envisagez justement de constituer votre liste de colistiers ? Comment j'envisage ? C'est déjà bien envisagé. Fort heureusement, on a bien avancé. À l'heure actuelle, on est sur la fin de la constitution de la liste. Et vous savez qu'une liste, il faut toujours la laisser ouverte un petit peu jusqu'au moment où on la déclare en préfecture, parce que, comme vous le disiez, on peut avoir quelques vicissitudes, on peut avoir quelques rapprochements, on peut avoir... Enfin bref, donc la nature fait qu'il faut la laisser un peu ouverte, mais globalement, il n'y a pas de souci pour la composer. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vous êtes arrivé au Mans, vous nous l'avez dit, il y a 10 ans, fin 2009. Votre ambition pour la ville est dans l'intitulé de votre liste, Réveiller le Mans. Faut-il donc en déduire que Le Mans est une ville en sommeil ? Écoutez, moi j'ai la chance d'avoir découvert Le Mans il y a une douzaine d'années et donc d'avoir trouvé une ville où il fait bon vivre, mais qui a un potentiel extraordinaire, mais où j'ai trouvé que le potentiel n'était pas complètement exploité et où, si vous voulez sortir le soir, si vous voulez voir des étudiants, enfin bref, il y a tout un tas de choses qui font que Le Mans a des spécificités et qui, moi, me semblent ne pas aller forcément dans le bon sens et freiner un peu son développement. Alors, je me dis que on est plusieurs à le penser et que, globalement, si on peut... travailler tous ensemble pour essayer d'insuffler une nouvelle dynamique, autant le faire. Et puis voilà, avec des projets qui sont pas forcément des grands projets, parce que je crois que maintenant les grands projets c'est un peu du passé. Il faut essayer de faire de la proximité, essayer de trouver les ressorts qui font qu'avec des finances somme toute et des impôts somme toute conservés, enfin qu'on conservera au même niveau, on puisse arriver à faire des choses un peu plus novatrice. Alors justement, comment allez-vous élaborer votre programme de campagne et ses priorités ? Le programme de campagne, il est déjà très élaboré. On ira, à partir de janvier, le confronter à la réalité du terrain avec les réunions classiques qu'on peut avoir avec les Mancelles et les Manceaux, et puis des réunions un petit peu moins classiques que vous découvrirez en janvier. Le programme, les priorités, vous savez, on ne va pas les réinventer. Je pense que il suffit d'avoir été là ce week-end pour voir que la sécurité, c'est un problème. Instants. Et donc, on fera peut-être le point sur les différentes thématiques, mais il y a la sécurité, il y a l'aménagement de la ville, il y a la propreté, les espaces verts à animer, le développement commercial. Enfin bref, il y a rien de très nouveau dans les thèmes. Par contre, la manière de l'aborder peut être nouvelle. Alors justement, au cœur de votre projet, il y a le développement économique pour faire du Mans une ville championne, c'est vous qui le dites, de la création d'entreprises pour de la création d'emplois et puis aussi bien sûr une redynamisation du commerce. Rappelons quand même que l'économie est la compétence principale des régions. Comment envisagez-vous justement votre objectif de mettre en place une nouvelle politique économique pour le Mans puisque c'est votre ambition ? Alors cette ambition, elle ne vient pas de nulle part. Cette ambition, elle est de se dire... On a une chance assez phénoménale au Mans d'être sur un nœud routier, un nœud ferroviaire, d'être à 1 heure de Paris, d'avoir une ville qui a malgré tout des atouts indéniables. Mais j'ai l'impression que on ne se parle pas dans cette ville. Chacun est fait un peu dans son précaré. Pourtant, il y a des contrats État-ville-région. Oui, il y a des contrats, bien entendu, mais vous savez ce que c'est. Quand vous faites partie d'une même majorité, c'est souvent plus facile de travailler ensemble, même si c'est pas forcément toujours, difficile si vous êtes de bonne composition. Alors, qui veut pas travailler avec l'autre ? Est-ce que c'est le département qui veut pas travailler avec la ville ? Si, parce qu'à un moment, il faut dire qui a le problème. Je ne vais pas renvoyer les fautes, ni les gens dos à dos. À titre personnel, je pense que la métropole a des velléités à faire seule.
Et je le regrette parce que il faut savoir aussi mutualiser les coûts, mutualiser les compétences. Et je pense que maintenant, enfin, vous voyez, en France, on a eu pendant très très longtemps des moyens assez considérables. On a beaucoup moins de moyens maintenant, donc il faut les employer de manière beaucoup plus innovante. Voilà, une fois qu'on s'est dit que, évidemment, chaque candidat va nous dire qu'il envisage pour sa ville le développement économique, la création des emplois, même si je rappelle, c'est la compétence principale des régions. Donc il faut que certainement essentiellement des régions, c'est après les compétences. Oui. Donc il faut donc essentiellement composer aussi avec l'action politique de la région. Tout à fait, l'action politique de la région, mais il ne vous a pas échappé que la présidente de région, pour quelques mois encore, et Quelques années même. quelques années, quelques longs mois, fort heureusement, et Christelle Morancet, et que j'entretiens des relations plutôt amicales et avec elle, donc j'ai assez peu de doutes sur le fait qu'on puisse travailler ensemble. On évoque dans ces municipales le dossier de la zone commerciale de Bénère qui fait débat sur fond de questions de l'environnement, des questions écologiques. Alors, quelle est votre position, vous, comme candidat Emmanuel Bilquez pour la droite, sachant que vous avez quand même une sensibilité à l'environnement de par votre ancien poste de directeur adjoint d'une société de traitement de déchets ménagers et de déchets industriels? Écoutez, alors sur ce dossier, il date un peu d'ailleurs, parce que il a été imaginé et mûri il y a plus d'une dizaine d'années. C'est ça, oui. Donc, il est vrai qu'on juge à l'aune des années 2020, un projet qui date plutôt de la fin des années 2000. Et donc, on s'aperçoit que ce type de projet, qui était accueilli très facilement il y a quelques années, provoque maintenant des difficultés. Et tout simplement parce qu'il y a une emprise foncière qui est très importante. Alors, même si certains étaient déjà opposés au projet, Oui, comme bien sûr. les élus d'Europe Écologie Les Verts, entre autres. Oui, mais enfin, ils ont participé quand même Et les malgré tout riverains. à une majorité qui a développé le projet. Donc, Oui, mais ils étaient opposés en tout cas sur au ce départ. projet. On est Ok. obligé de le dire. Moi, mon problème, c'est de découvrir ce projet, non pas de le découvrir tel qu'il est ficelé à l'heure actuelle, mais de le découvrir, si jamais je suis élu, c'est de le découvrir et d'être obligé de composer avec ce qui existe. Dans l'absolu, ce projet, on le verrait sans doute autrement aujourd'hui, c'est clair. Comment autrement, justement? Peut-être dans son dimensionnement, peut-être dans son comment dirais-je, dans ses conséquences environnementales, peut-être dans son positionnement, tout simplement. Mais Peut-être. concrètement, puisque vous voulez être pragmatique, qu'est-ce que vous faites Ben- de ce dossier-là demain si vous êtes élu maire? Eh bien, écoutez, déjà, je suis obligé de voir si tous les recours sont épuisés. Ils ne sont pas encore tous épuisés, mais malgré tout, globalement, on va plutôt dans le sens d'un permis de construire accordé, etc., etc. Et certains ont donné raison justement à ceux qui contestent le projet. Et pourquoi pas? Mais d'un autre côté, vous avez la réalité des choses. La réalité des choses, c'est que si demain on arrête ce projet, on va être obligé de payer, comment dirais-je, un dédit ou de payer des indemnités aux porteurs de projets. Aux porteurs, je dis avec un X, voilà. Ces indemnités, à l'heure actuelle, on ne les connaît pas. On peut imaginer un montant qui pourrait être compris entre 2, 3, 4, 5 millions d'euros ou jusqu'à peut-être 15. C'est malgré tout de l'argent public. C'est-à-dire qu'on peut demain payer jusqu'à 15 millions d'euros par exemple pour ne pas avoir un projet mais avoir une friche à la place. Voilà. Alors Donc, en même temps, est-ce que c'est pas le prix à payer pour la préservation de l'environnement et le climat, puisque c'est une grande question sur l'avenir de notre planète? pourquoi pas? On peut y réfléchir. On Mais peut s'être trompé. simplement, quand vous êtes un peu porté sur la création d'entreprise, n'oubliez pas non plus qu'il y a une chose qui est importante, c'est le fait de montrer l'exemple et de montrer la capacité d'une métropole à accueillir de l'activité. Si vous vous dites, au bout de 10 ans, que vous rayez d'un trait un projet complet et un investissement complet, quel message vous envoyez aux autres investisseurs? Donc ça, c'est aussi important à avoir en tête, parce que le développement économique, il ne se fait pas non plus juste par les incantations. Il se fait aussi par l'exemple de ce qu'on fait, par l'aide aux investisseurs. Et donc, voilà, il y a ces deux choses à coordonner. Donc après, voilà, la position, pour moi, elle est de dire, soyons pragmatiques, voyons combien ça coûterait. Si le jeu en vaut la chandelle, pourquoi pas redimensionner, pourquoi pas discuter avec Ikea pour une autre implantation, etc. etc. Mais en l'état actuel des choses, dire je suis contre le projet, voilà, ça me paraît être très compliqué.
comme ça, d'un seul trait. Alors en même temps, vous qui êtes pour la dynamisation du commerce de proximité, tous les commerces de proximité ne voient pas d'un bon œil ce BNR qui pose des questions. Mais ça me paraît tout à fait logique. Comme ils ne voient pas d'un bon œil les Naudières, comme ils ne voient pas d'un bon œil Family Village, pour ne pas le citer, et tout ce qui peut continuer à s'étendre de manière large sur toute la périphérie du Mans. Il y a un moment où on a fait ces choix maintenant sont discutés. Encore une fois, c'est facile de les discuter après. Quand on les a faits, il y avait vraiment une volonté de développement. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les déplacements sont différents, que les emprises sont différentes, qu'on a besoin de terrains agricoles, etc., etc., etc. Donc, il est vrai que continuer à avoir cette dynamique d'expansion, je pense qu'il faudra, quoi qu'il arrive, la freiner et revoir la manière de consommer différemment et revoir la manière d'implanter les commerces différemment. Mais vous savez qu'en centre-ville, on a deux problèmes. C'est qu'on a très très peu de grosses surfaces capables d'accueillir des chaînes. Alors, quand j'appelle des grosses surfaces, c'est des magasins avec des étages et des surfaces importantes. Et ça, c'est un vrai problème. Mais est-ce qu'il y a assez de consommateurs pour tous ces commerces ? Parce que c'est la vraie question. Mais c'est la vraie question. On voit qu'Alinéa, par exemple, n'est pas sans inquiétude. A réduit son magasin, déjà. Voilà. Et on a mis quelque chose d'autre à la place. Voilà. Après, je suis d'accord avec vous. Le porte-monnaie du consommateur lambda n'est pas extensible, malheureusement. Et donc voilà. Après, on sait très bien que, par exemple, certaines zones qui ont été créées récemment se sont faites en déshabillant d'autres zones. Il suffit d'aller à Lön ou voir. Alors quel intérêt, finalement, de déshabiller des zones quand elles fonctionnent ? Mais en fait, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce que toutes ces zones fonctionnent ? Quel est le diagnostic qui a été fait ? Et comment on peut peut-être concentrer certaines zones et remettre de l'activité en centre-ville, avec le problème qui est typiquement Manceau et qu'on trouve peut-être moins dans d'autres villes moyennes de ce type, c'est que pour arriver au centre du Mans, le parcours routier, entre guillemets, le parcours de la voiture le parcours des combattants est très compliqué. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Anne-Claude Pavé, vous êtes donc la nouvelle secrétaire générale du Secours populaire, élue lors de votre congrès départemental, c'était le 19 octobre dernier. Vous remplacez Dominique de Sarthe, qui a occupé cette fonction, on la connaît bien, depuis 22 ans et qui vient donc de prendre des fonctions de directrice de l'organisation du mouvement à Paris. Dans votre vie professionnelle, vous étiez enseignante et à 69 ans, vous connaissez bien la situation de la précarité au Mans, puisque depuis 12 ans, vous êtes la responsable des projets vacances organisés au Secours populaire de la Sarthe pour les plus démunis. On va bien sûr pas vous faire rentrer dans le débat politique parce que c'est pas la vocation d'une association et on le sait bien. Mais est-ce que quand on est une association qui bénéficie en partie de financement public, on est quand même sensible à une campagne électorale de proximité ? Oui, bien sûr. On ne peut pas faire autrement parce que là, monsieur parlait tout à l'heure de ces zones qui vont continuer à s'agrandir. Mais n'est-ce pas pousser les gens à une consommation vraiment très très importante, beaucoup plus qu'elle ne devrait l'être, les tenter en permanence et pour arriver à effectivement mettre les gens dans la précarité. Parce que c'est très difficile parfois de résister à toutes les possibilités qu'on peut avoir et ça entraîne malgré tout quelquefois des situations dramatiques. Est-ce qu'on peut rappeler les missions du Secours populaire ? Je pense aux plus jeunes qui ne savent pas forcément tous pourquoi vous existez. Alors nous existons tout simplement pour... d'abord nous existons de dons qui sont des dons à la fois de soi, des dons de temps donnés, qui sont les dons des bénévoles, et puis des dons matériels, des dons financiers. Voilà, ça c'est sans les bénévoles, le secours n'existerait pas. En France, pas en France, mais en Sarthe, c'est 350 bénévoles quand même, répartis sur 12 antennes et comités. Donc sans les bénévoles, rien ne serait possible. Et puis, alors voilà, le sens de nos actions, c'est bien entendu lutter contre la précarité, avec vraiment un grand P, essayer de faire en sorte que les gens, qu'on les aide le plus possible dans la mesure de nos possibilités, qu'on réponde à la demande. Et quand vous pensez quand même que l'année
précédente, nous avons quand même répondu à quelque chose comme 48 000 demandes de colis alimentaires. C'est quand même Et ça, c'est l'une des impressionnant. actions les plus importantes. Voilà. Hein, du secours Nous, c'est l'aide populaire. alimentaire, c'est aussi l'accès à la culture, c'est aussi tout l'accès, tout ce qu'on fait pour les enfants, parce qu'il faut savoir quand même que au niveau de la précarité, 47% sont des enfants mineurs. Au niveau moins de 18 ans, oui. de moins de 18 ans, absolument. Et que là, nous avons des actions énormément dirigées vers la jeunesse et vers l'enfance. Voilà, vous avez aidé 12 000 personnes dans la Sarthe. En tout cas, ce sont vos chiffres qui ont été annoncés lors du congrès départemental avec le candidat soutenu par la droite, les Républicains, Emmanuel Bilkes, qui est avec nous aujourd'hui. On évoquait les questions d'économie. On va évoquer dans quelques instants les questions liées à la sécurité. On parle là de la précarité. Et on a évoqué aussi il y a quelques semaines le rapport de la pauvreté qui a été édité par le Secours catholique. Quels constats sont ceux du Secours populaire dans notre département par rapport à cette précarité, justement ? Alors justement, donc là, on a constaté que la précarité augmentait au niveau du département de la Sarthe. On est confronté à ça en permanence. On essaye d'y faire face. Alors, au niveau de l'aide alimentaire, essentiellement avec la contribution du FEAD. Ce FEAD qui nous permet de faire des colis alimentaires, mais qui va s'arrêter malheureusement en 2020. Alors, prendra le relais, peut-être que d'ailleurs monsieur pourra donner des détails par le FSE+. On peut préciser ce que sont ces sigles ? Oui, alors FEAD, ça veut dire le Fonds de solidarité européen, Voilà. disons donc aux plus démunis. Qui annonce sa baisse depuis déjà 2-3 ans. Mais absolument. Et donc, il va disparaître là. Et qui va être remplacé par le FSE, donc Fonds de solidarité européen, plus, mais dont nous n'avons malheureusement pas beaucoup d'informations. Je ne sais pas si vous en avez davantage. Je n'ai pas beaucoup plus, malheureusement. Mais on espère énormément continuer à compter sur cette aide très, très importante. Est-ce que vous avez une explication par rapport à cette précarité qui augmente dans le département de la Sarthe ? Quelle est l'origine de cette précarité ? Vous savez, alors déjà au niveau de l'aspect des recherches de travail, quand même, on a quand même des gens qui arrivent à avoir des petits contrats, des contrats courts, mais qui ne suffisent pas à les nourrir. Donc là, c'est très lié à l'économie, c'est très lié à l'économie, absolument. Et puis voilà, et puis cette cette sensation de mal-être qu'ont les gens dans la société actuelle, de ne pas s'y retrouver, de ne pas pouvoir y trouver leur place et qui va engendrer justement après des situations qui peuvent dégénérer vers la violence. Parce que tous ces gens qui sont dans la précarité, il est bien évident que si cette précarité n'est pas prise en cause, n'est pas prise en considération, eh bien les gens vont se trouver livrés à eux-mêmes et ça va engendrer de la violence. Et on va se retrouver vraiment avec justement un climat d'insécurité. Voilà, Dominique de Sarthe constatait même une augmentation de la haine et du racisme. Oui, alors ça, tout à fait, mais là, c'est vraiment un phénomène de société que nous avons. Mais peut-être lié à la précarité mais aussi. Lié à la précarité, absolument. On va se le dire franchement, parce que certains Français disent « Ah, on aide vachement les immigrés », enfin je dis un peu simplement comme ça, mais c'est pas... Notre devise à nous, c'est tout ce qui est humain et voilà. autre. Et donc, voilà, on ne va absolument pas rentrer dans ce débat-là. Nous, toute personne qui a besoin, on est là pour elle. Et on rappelle que par rapport à ces personnes mais il faut lutter pour ça. Qu'on peut qualifier d'immigrés, ce sont souvent des gens nés en France. Mais qui absolument. ne sont pas totalement immigrés. Cette question de la précarité, vous, en tant que candidat à la municipalité du Mans, Emmanuel Bilkes, c'est quelque chose qui importe quand on a la responsabilité de maire du Mans peut-être demain ? Écoutez, c'est pas une question qui importe, c'est une question cruciale. Bien sûr. C'est une question cruciale parce que au Mans, on a quelques particularités, notamment celle d'avoir beaucoup de logements sociaux. On a également un taux de chômage qui, au Mans même, est plus important que dans le reste du département. C'est vrai. Et donc, quand je dis qu'il faut faire tout pour devenir champion demain de la création d'entreprise, c'est pas des mots. C'est simplement qu'il faut essayer de donner un maximum d'emplois aux personnes qui sont dans la précarité. Et ça implique aussi que, et c'est aussi une compétence régionale, qu'on puisse remettre certaines personnes à l'emploi grâce à de la formation. Alors, il y a différents stades, madame pourrait l'expliquer sans doute beaucoup mieux que moi, mais vous avez des gens qui sont
actuellement quasiment inemployables parce qu'ils sont dans la rue depuis un petit moment. Exactement. Vous avez des gens qui sont un peu employables sur certaines activités ou autres et avec lesquelles il faut composer et essayer de les aider. Et puis vous avez des gens qui sont employables mais qui ont des difficultés à trouver un emploi dans leur domaine de compétences, auquel cas il faut essayer peut-être de les réorienter vers des domaines qui sont plus porteurs. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on doit faire ou qu'on doit aider localement, qu'on doit aider, comme je le disais tout à l'heure, en travaillant ensemble, parce que travailler les uns contre les autres, c'est impossible, ça ne sert plus à rien, et il faut arrêter. On se fiche de savoir si une personne est de couleur, si elle est de gauche, de droite, du centre. À partir du moment où elle est dans la précarité, il faut l'aider. Point. Votre projet, Emmanuel, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, je voulais rajouter quelque chose au niveau de la précarité. Nous sommes confrontés récemment, là depuis quelques mois, à des problèmes que nous n'avons jamais eu à essayer de solutionner. C'est-à-dire des problèmes de jeunes femmes qui sortent de la maternité avec des nourrissons. Mais qui sont totalement démunies. C'est-à-dire, elles viennent nous voir en catastrophe, elles n'ont pas de quoi habiller leur bébé, elles n'ont pas de quoi les nourrir. Le prix, quand vous voyez le prix d'une boîte de lait pour un bébé qui vient de naître, mais c'est plus de 10 €. Donc, je veux dire qu'on est obligé de pallier à des situations d'urgence comme ça, auxquelles nous n'étions pas confrontés les autres années. Ça, c'est vraiment quelque chose qui en ce moment est très prenant. Et comment on peut l'expliquer ? Parce que Emmanuel Bliquet, c'est bien ça la question qu'on se pose par rapport aux démunis, c'est qu'on a l'impression, enfin en tout cas c'est ce qu'il nous disait à notre micro, que c'est une situation que beaucoup de politiques découvrent. C'est pas une situation qu'on découvre, mais c'est une situation qui a tendance à se... Le mouvement des Gilets jaunes, c'était un peu ça quand même. Je suis d'accord, mais alors, là c'était un peu différent parce qu'il y a deux choses. Il y avait un peu de ça. Il y avait beaucoup d'abandon. La situation de la précarité, il y avait de la beaucoup pauvreté. d'abandon des zones rurales aussi également qui venaient en plus de la précarité. Quand j'entends Madame parler de ces situations qui sont nouvelles, oui, je le découvre. Forcément, on le découvre parce qu'on n'est jamais préparé au pire. Et puis, on est quand même un pays qui a une tradition sociale assez forte, malgré tout. Il existe des aides, il existe des choses qui sont en place. On ne part pas de zéro. Mais simplement se dire qu'en 2020 bientôt, on a des gens qui sortent de la maternité sans aucune aide, ressources, etc., c'est quand même un constat d'échec complet. Ou frapper. Et c'est quand même un constat d'échec. Absolument. Mais il faut dire aussi que, regardez dans quel état actuellement sont les hôpitaux. Dans quel état ces femmes-là, à une certaine époque, auraient continué à être accueillies, on va dire, sur une semaine, Voilà, voire ça une pose bien dizaine de jours. la question des politiques publiques. Absolument. Et là, au bout de 3-4 jours, on les met à la rue, sans même savoir, et on ne peut pas en vouloir aux hôpitaux. Ils ne peuvent pas continuer à les accueillir. Et les gens qui y travaillent. Et voilà. Donc, alors, on va demander, bien entendu, aux services de secours de les accueillir. Ils vont les accueillir la nuit, mais dans la journée, ils vont être très tôt le matin remis à la rue. Là, nous, le cas le plus critique que nous ayons eu à affronter, c'est quand même des enfants tout juste sortis, ils étaient nés prématurés, et à qui vraiment, même prématurés, il a fallu tout de suite trouver de quoi les habiller, de quoi les nourrir. Je veux dire que là, on aborde vraiment un problème de non-assistance à personne en danger, là. Emmanuel Bliquet, justement, votre projet, c'est aussi une volonté de rénover la mixité sociale et de réinventer les solidarités, pour reprendre vos propres mots lors d'une conférence de presse, c'était celle de votre candidature. C'est un chapitre important dans les compétences de la ville, avec notamment le centre communal d'action sociale. Par quelles mesures peuvent être justement réinventées les solidarités au Mans, puisque vous voulez les réinventer ? Alors, c'est simplement deux choses. D'une part, c'est se dire que quand on entend Madame, c'est un constat d'échec. Ça veut dire que tout ce qu'on a mis en place n'est pas acheté. Mais encore une fois, il faut essayer de voir ce qui fonctionne pas. Là où on a des trous dans la raquette, parce que je ne peux pas appeler ça autrement, c'est trop faible de dire ça, mais malgré tout, c'est ça. Et comment on peut concentrer ce qu'on peut concentrer comme ressources vers ceux qui en ont le plus besoin. Et comment, en revanche, on peut sortir des gens de l'assistanat éventuellement, en les remettant au travail et en leur permettant d'avoir des ressources qui leur sont propres. Et je crois qu'il faut mener les deux de front, parce que
et un moment où les collectivités n'ont plus les moyens d'aller, vous parliez de l'hôpital, mais c'est pareil, c'est un problème de moyens aussi, et éventuellement... national, Oui, ou national. Et donc, il y a un moment où il faut, concentrer ces moyens sur les plus précaires. Après, ça veut pas dire... Enfin, il y a des choix à faire, mais c'est pour ça que l'économie, ça tire le reste aussi. Il faut toujours l'avoir à l'esprit. Sachant que l'une des prérogatives du département, et on sait combien le budget a augmenté en ce sens, c'est aussi les compétences du département en termes d'action sociale. Oui, je voulais intervenir parce que quand vous dites réinventer les solidarités, mais nous ne faisons que cela. Mais vous le faites tout le temps. Je veux dire que voilà, nous, c'est en permanence. Bien sûr. C'est en permanence pas lié à l'urgence. Quand vous voyez quand même que le Secours populaire, quand même, a été créé à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Et vous n'êtes pas les seuls sur le terrain. Voilà, heureusement que nous travaillons à cette solidarité en permanence. Bien sûr. Et à la réinventer en permanence. Et à continuer à la faire vivre. Parce que quand je parle de réinventer, c'est réinventer l'action politique des collectivités. C'est pas réinventer l'action des associations qui, elles, sont sur le terrain et qui font leur travail de manière, héroïque quasiment. Et puis, plus ça va, plus cette solidarité nous demande d'intervenir dans des domaines variés. Domaine de la culture, domaine de l'accès à la santé, domaine de... voilà, ça s'étale de plus en plus, l'accès aux vacances. Parce que là, Dieu sait si ça n'est pas un luxe, ça non plus. Emmanuel Bilquez, la vraie question, c'est aussi quelles sont les politiques publiques pour accompagner les associations dans cette mission-là. Parce que serait l'état de la pauvreté en France sans les associations? Ils sont surtout le volontariat de ces bénévoles qui donnent de leur temps, alors que c'est peut-être une responsabilité tout simplement nationale. Alors, c'est sans doute une responsabilité nationale, c'est sans doute une responsabilité locale des collectivités. Mais on a une tradition en France avec ces associations qui sont admirables, il faut bien le dire, on peut pas le dire autrement. Mais est-ce qu'on les aide assez? Je ne sais pas. Est-ce qu'on leur permet de mutualiser les coûts entre elles? Je ne sais pas non plus. Parce que pour moi, est-ce que vous avez le sentiment d'être assez aidé au Secours populaire, par exemple? Alors, c'est-à-dire que excusez-moi, mais c'est la vraie question. On n'est jamais assez aidé, si vous voulez. Hein, mais il y a la manière d'aider, peut-être. Voilà, la manière d'aider, tout à fait. Bon, c'est vrai que nous sommes en ce moment, nous aussi, dans une situation où il faut essayer de se mettre ensemble de façon à obtenir le plus de choses possibles, hein, et éventuellement s'aider les uns les autres. Je veux dire que voilà, je crois que l'époque est finie où on se disait, voilà, telle association intervient dans son petit coin, une autre intervient dans son autre domaine. Maintenant, c'est vrai qu'on a intérêt à mutualiser nos façons d'intervenir de façon à effectivement pallier le plus possible aux demandes que nous avons. Emmanuel Bilquez, Maxime Meunier, que vous connaissez, hein, c'est le jeune président en âge de la Fédération sartoise Les Républicains, vient de signer fin novembre une tribune qui dénonce la situation précaire des jeunes Français. Il parle de génération sacrifiée, en voie de paupérisation qui a plus de chances de déchoir sur l'échelle sociale que de s'y élever. Il évoque le chômage endémique. Faut-il rappeler que 25% des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage, des stages sous-rémunérés, des loyers exorbitants, une précarité professionnelle, des difficultés d'accès aux soins. Est-ce que c'est une explication d'une partie de la jeunesse qui s'égare et qui globalement ne croit plus en la politique française jusqu'à bouder les urnes, ce que dénonçait déjà, nous sommes en 1981, un certain Daniel Balavoine? Écoutez, je pense que les choses ont malheureusement pas forcément évolué dans le bon sens depuis 1981. Et donc, voilà, c'est un constat alarmant ou alarmiste, mais ce constat, qui rajouter, on peut pas y rajouter grand-chose. La seule chose, c'est que maintenant, quand on a fait le constat, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est ça. Et encore une fois, quand vous avez 25% des jeunes qui ne trouvent pas, enfin, qui sont en dehors du système de l'emploi, là, le constat d'échec est colossal, et ça veut dire aussi que quand vous rencontrez par ailleurs des chefs d'entreprise qui vous disent j'ai un manque cruel de jeunes dans mon entreprise, je n'en trouve pas, ils ne sont pas formés, si je les prends ça me coûte relativement cher, etc. Je pense qu'il y a aussi quelque part la faillite d'un système de formation. Ça c'est vrai, il y a aussi le système de rémunération aussi des jeunes, parce que beaucoup travaillent et ont des petits salaires quand même. Vous avez comment dirais-je, la montée du temps partiel subi. Oui.
qui peut aussi expliquer que vous avez maintenant en France des jeunes qui sont dans la précarité, bien qu'ils travaillent. Mais que c'est pas réservé aux jeunes, parce que vous avez aussi des gens proches de la retraite qui sont dans la même situation. Tout à fait, proches de la retraite. Mais oui. on parlait des jeunes, donc En retraite, je répondais sur les jeunes. Mais voilà. Encore une fois, on ne peut pas inventer l'activité. Donc j'y reviens, mais parce que c'est un leitmotiv. Est-ce que l'activité peut se remettre en question ? On voit le mouvement des routiers aujourd'hui, où effectivement il y a un problème de recrutement, parce que tout simplement, au regard de la pénibilité du travail, au regard des salaires qui sont donnés, eh bien plus personne ne veut faire ce boulot. Enfin, il y a une vraie question de rémunération quand même. Il n'y a pas que l'économie, que l'entreprise, que le chef d'entreprise. Il y a aussi la rémunération juste du travail fait. Vous savez, un chef d'entreprise, son but, c'est pas de ne pas payer son employé. Oui, enfin... La plupart qui sont ici en Sarthe et qui ont fait un développement endogène, c'est-à-dire qui sont partis d'une petite entreprise et qui ont monté leur boîte, ils savent Je très parle très des grosses bien. entreprises, Emmanuel. Les grosses entreprises, vous savez, moi je suis un tenant du développement endogène, parce que une entreprise que vous faites venir, elle reste un certain temps, et puis peut-être qu'elle trouve d'autres avantages ailleurs, et elle part. Et alors qu'une entreprise qui s'est développée localement, elle reste tout le temps, elle essaye de faire au mieux, à la fois pour ses employés et à la fois pour le développement du territoire. Donc, il ne faut pas opposer l'un et l'autre, mais il faut essayer... Ça ne vous interroge pas quand même, ces gens qui travaillent et qui n'arrivent pas à leur fin de mois? Enfin, il y a quand même un souci. Enfin, moi, je veux bien... Il y a un souci, mais attendez, parce qu'aussi, il faut aussi... Parce que c'est ça la précarité dont parle il faut aussi appeler un un chat un chat. Vous avez... là, c'est un chat, oui, pour le mais coup, c'est un gros chat. Mais vous avez, Oui. à l'heure actuelle, une société qui est orientée vers la consommation. Et vous avez même des gens qui n'ont pas à manger, mais par contre, qui ont une connexion... Oui, mais la faute à qui ? La faute à la société de à la société de Et parce que consommation, comme qu'il est temps. ça permet de produire, Et ça voilà. permet de vendre, ça fait de l'économie, Et enfin, on puis, est s'ils d'accord. n'ont pas accès à ça, ils se marginalisent encore oui. plus. Malheureusement. Le seul souci, c'est que, vous voyez, on parle du développement endogène, on parle des commerçants locaux, etc., etc. Un des gros problèmes, c'est aussi le développement de l'achat sur Internet et qui comment dirais-je, délocalise complètement la production, qui délocalise les circuits de distribution et qui ne crée pas de richesse ou très peu. Tic-tac, tic-tac, Mais vous savez... tic-tac. Ouais, excusez-moi. Allez-y. Non, pour rebondir sur ce dont nous parlions tout à l'heure, nous, par exemple, un exemple vraiment criant, nous avons été obligés d'ouvrir, de maintenir ouvert le secours populaire le mercredi soir, de façon à accueillir non seulement des étudiants, mais aussi des personnes qui, effectivement, ont un revenu vraiment très faible, qui travaillent et qui ne peuvent pas venir sur les heures d'ouverture normales. Donc, on a créé un moment pour justement recevoir ces gens-là et leur permettre de compléter, malheureusement, leur nourriture mensuelle. Voilà, et si je me permets d'insister sur ces questions-là, c'est véritablement parce qu'à Radio Alpa, on a écho de situations quand même qui peuvent interpeller le politique et Absolument. les citoyens et les citoyennes que nous sommes dans des mesures concernant la solidarité. Mais il ne servira à rien de se voiler la face. Donc il vaut mieux se confronter à la réalité et essayer d'en tirer les conclusions pour essayer d'améliorer les choses. Maintenant, c'est pas facile. Il nous reste 5 minutes, Emmanuel Bliquez, parce que la sécurité sera pour chaque liste un thème qui va s'imposer dans la campagne municipale du Mans. Je vous rassure, on aura l'occasion d'y revenir vers le mois de février, au moment de la campagne, puisque nous serons à partir du 7 février comptables des temps de parole que nous impose le CSA. Vendredi dernier, vous planchiez sur ce thème lors d'une réunion avec votre équipe de campagne. Vous avez sur la page de votre liste des propositions, dites-vous, pragmatiques, réalistes pour améliorer la sécurité des Manceaux. Alors, quelle est votre analyse de l'insécurité ou du sentiment d'insécurité au Mans, parce que je vous fais la même phrase que pour toutes les candidatures, et quelle réponse surtout concrète, pragmatique, y apporterez-vous dans votre programme, puisque vous avez déjà planché dessus? Alors écoutez, c'est très simple. Pour moi, quand vous avez un sentiment d'insécurité, c'est quand même qu'il y a un problème. Les chiffres qui sont donnés placent le Mans dans la moyenne nationale. Après, on va pas les contester. Maintenant, le sentiment d'insécurité, il est là, il est présent, et il faut y répondre. Il faut faire un constat objectif de ce qui se passe, et vous voyez très bien que vous avez plus d'agressions, que vous avez plus de cambriolages, que vous avez des incivilités qui augmentent, et
quand on parle d'incivilité, il faut savoir de quoi on parle. On a tendance à être un fourre-tout maintenant, les incivilités. Vous avez fait un grand communiqué aujourd'hui, justement, pour réagir par rapport c'est- aux agressions qu'a subi un bar ce week-end. Par exemple, les incivilités, on a tendance à mettre tout dedans. Mal se garer, c'est une incivilité pour moi. Prendre une claque dans la rue, c'est pas une incivilité, c'est un délit. Se faire voler son sac, c'est pas une incivilité, c'est un délit. Et quand on retrouve sa voiture cassée, sans rétroviseur, etc., c'est pas non plus une incivilité, c'est un délit. Et donc, il faut redonner le véritable sens aux mots, parce que sinon, on passe à côté des choses. La première chose pour lutter contre l'insécurité, c'est de remettre la police au cœur de la ville et la remettre le plus souvent possible visible pour qu'elle ait son effet dissuasif et qu'il puisse intervenir. Est-ce que ça règle Oui. tout Non, entre non, nous ça règle pas tout, mais l'important c'est la dissuasion quand même. Si vous voulez, En tout cas, les Manceaux qui vous entendent, et je le dis à tous les candidats, toutes les candidatures, ont l'impression qu'aujourd'hui, ceux qui sont en question sur ce débat de sécurité n'ont plus peur de la police nationale. Et quand ils passent en jugement, eh bien, la police nationale lui dit « Oh bah oui, mais ils sont relâchés 15 jours après ». C'est des choses qui sont complètement différentes. Vous avez des choses qui sont de la compétence du maire, qui est de pouvoir, par exemple, mettre une police municipale qui va venir aider la police nationale pour être plus nombreuse et plus souvent sur le terrain. Ce qui est le cas en ce moment. Vous avez une police municipale qui a été créée il y a quelques années. 2016, précisément. Qui, malheureusement, à mon sens, ne remplit pas les fonctions qu'elle devrait remplir. Alors, quelles sont les fonctions qu'elle devrait remplir ? Elle devrait suppléer de manière beaucoup plus volontariste la police nationale pour que la police nationale puisse se concentrer sur des tâches qui sont plus importantes. Moi, je suis désolé, mais quand on me dit que la police nationale doit enlever les voitures ventouses le dimanche matin au marché des Jacobins, je ne vois pas ce qu'elle vient faire là. C'est typiquement la police municipale qui doit le faire. Mais, Anne-Claude Pavé, sur ce oui, sujet. ne pensez-vous pas que s'il y avait un peu moins de gens, on va dire, à errer dans les rues parce que leur situation n'est pas prise en compte, est-ce qu'on ne solutionnerait pas déjà une partie de cette violence ? Mais voilà. Sans doute, mais on est déjà au Mans avec un taux de logements sociaux qui est quand même très important. Mais les déjà. logements sociaux ne font pas tout, monsieur. Non, mais on est bien d'accord. Mais malgré tout, on paye ce prix du logement social à un moment ou à un autre. Et donc, il faut quand même voir ce qui fonctionne, voir ce qui fonctionne et voir ce qui ne fonctionne pas. Et puis, d'autre part, malgré tout, c'est pas parce que... je comprends bien que quand vous êtes dans la précarité, il y a un moment où il faut se nourrir, il y a un moment il arrive des choses qui ne devraient pas arriver. Ce qui fait une économie parallèle, quelquefois. Bien Absolument. entendu, mais l'économie parallèle, elle se développe aussi, elle joue aussi là-dessus. Et puis parce qu'il y a des clients. Exactement. C'est ce que nous ont dit certains candidats. Non, mais il faut être aussi honnête. Je crois qu'il ne faut pas opposer les choses. C'est pas parce que vous avez un traitement social qui peut être mis en place que vous ne devez pas avoir un traitement normal et une police efficace. Il ne faut pas opposer les choses. Je pense qu'il faut mener les choses de front et là, on arrivera à faire baisser ce sentiment d'insécurité. Mais sinon, si vous opposez une vision idéologue en disant la gauche, on fait du traitement social et on se fiche de la police, et à droite, on fait du répressif et on se fiche du traitement, bon, je pense qu'on n'avancera pas. Oui, parce que simplement pour conclure là-dessus, votre proposition n'est pas non plus le tout répression, mais aussi mettre l'accent sur la prévention de la délinquance comme une vraie priorité. Mais bien entendu, on ne peut pas faire l'un contre l'autre, on doit faire l'un et l'autre. Et parce que c'est nécessaire et qu'on ne pourra pas s'en sortir autrement. Donc, prévention de la délinquance, ça veut dire donner des moyens, encore une fois, par l'argent public, pour qu'il y ait des éducateurs de rue, pour que les associations puissent faire bien leur mission. Parce qu'il y a quand même ce problème du financement des associations qui font ce travail. Mais bien entendu, mais encore une fois, il y a des associations qui font ce travail, il faut les aider et peut-être compléter ce travail. Et je pense qu'il y a une nécessité de le compléter par la présence d'éducateurs. Après, tout est affaire de réorientation des budgets. Je vous dis pas à la baisse ou à la hausse? Ça dépend. On a l'impression dans les associations que c'est plutôt à la baisse. Ça dépend complètement. Non, mais ça dépend. Il faut aussi. Là, on vous parle d'économie parce qu'il faut rappeler que les associations, c'est aussi l'économie sociale et solidaire. Mais bien entendu. Mais en même temps, vous ne pouvez distribuer que ce que vous avez.
Et quand j'entends madame qui me dit oui, mais il faut faire plus, etc., etc., oui, mais déjà le taux de paupérisation au Mans est très important. Et donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Hein. Il faut essayer de remonter le travail pour créer de la richesse, tout en maintenant et en développant les services qui existent. Mais vous savez, nous, au niveau, ce qui est un petit peu désolant, c'est de constater quand même qu'on fait des efforts énormes, nous, en tant qu'association, pour s'occuper des enfants. Déjà, des enfants et des adolescents. On est quand même agréé maintenant éducation nationale. Vous avez raison, c'est une priorité. Voilà. Et dans les circonstances actuelles du 30e anniversaire quand même des droits de l'enfant, je veux dire que nous, on se bat pour apporter aux enfants un maximum de soutien, un maximum d'encadrement, avec de l'aide au sport, avec l'aide plus d'accessibilité à la culture, et qu'on voit qu'après tout, après, quand ils nous quittent, d'un seul coup, il n'y a plus rien. Merci beaucoup Emmanuel Bilquez. On rappelle que vous êtes candidat de la liste Réveillez le Mans soutenue par les Républicains municipales du Mans 2020 et Anne-Claude Pavé, nouvelle secrétaire générale du Secours populaire de la Sarthe. Merci d'avoir participé à l'actualité sur Radio Alpa. Merci Arthur Bévé pour la réalisation technique. Prochaine émission de la rédaction politique, ce sera le lundi 6 janvier 2020 de 19h à 20h et on va se quitter avec le titre L'envie d'aimer, interprété par Daniel Lévy dans la comédie musicale Les 10 commandements. Je vous souhaite, avec toute l'équipe de Radio Alpa, de belles fêtes de fin d'année. Merci à vous. C'est tellement simple, l'amour. Tellement possible.